Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du fer à béton. On va parler des fers à béton dans la construction. Alors, si vous avez un projet de construction en Afrique et que ce projet-là nécessite de réaliser des éléments en béton armé tels que les poteaux, les semelles, les longrines, les poutres, la dalle, le plancher, forcément, vous aurez besoin du fer à béton pour réaliser ces différents éléments. Parce que justement, lorsqu'on parle de béton armé, on parle d'un béton, c'est-à-dire sable, gravier, plus ciment, auquel est associée une armature. Et cette armature-là est généralement en fer. C'est la raison pour laquelle nous allons nous attarder aujourd'hui sur le fer à béton, qui est un élément constitutif, qui est un élément important de ce béton armé, de vos différents bétons armés. Alors, nous allons voir ensemble comment choisir, comment reconnaître déjà même un fer à béton de mauvaise qualité et un autre fer à béton de bonne qualité. Dans quelles conditions, dans quel cas utiliser tel type de fer à béton pour votre projet. Quels sont les risques auxquels votre projet est confronté si vous vous engagez à réaliser les différents éléments en béton armé avec un fer à béton qui est de mauvaise qualité. Quels sont les dangers auxquels vous allez soumettre votre projet. Nous allons voir ensemble tous ces différents éléments dans cette vidéo. Alors je vous donne rendez-vous à tout de suite. Bonjour à nouveau et bienvenue sur Djengo Academy, la plateforme qui vous sensibilise et qui vous conseille sur les réalités de la construction en Afrique. Vous avez un projet de construction en Afrique et vous souhaitez avoir de nombreuses réponses à vos interrogations. Cette chaîne justement là, les vidéos sont là pour vous édifier, pour vous donner des conseils, pour vous orienter, afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre projet de construction en Afrique. Alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme je l'ai dit en introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser, nous allons étudier les fers à béton. Nous n'allons pas étudier, nous allons parler dans les aspects beaucoup plus techniques des fers à béton, mais nous allons nous donner les éléments qui vont permettre de distinguer le vrai du faux, le bon fer à béton du faux fer à béton. Avant de commencer toute chose, il est essentiel de comprendre l'importance du fer à béton dans votre construction. Quel est le rôle principal du fer à béton dans votre construction? Parce que si vous ne connaissez pas son importance, vous n'arrivez pas à comprendre réellement son importance dans votre projet de construction, il est possible que vous preniez cela à la légère. Il est possible que vous vous retrouvez avec peut-être avec un projet qui ne va pas tenir debout pendant de nombreuses années et finalement qui va présenter un danger en fait pour que ce soit les usagers ou alors ou même pour les travailleurs. Le fer à béton, c'est l'élément qui permet de renforcer la structure de votre ouvrage. Parce que si vous ne le savez pas, tout projet de construction, tout édifice, tout bâtiment est constitué de deux grandes parties. Il y a la partie structurale, c'est-à-dire la structure, l'ossature de l'édifice, du bâtiment. Et il y a la partie architecturale ou alors l'habillage en fait. Il y a l'habillage. Donc il y a la structure et puis il y a l'habillage. La structure c'est quoi? La structure d'un bâtiment par exemple. Si on prend l'exemple d'un duplex. La structure d'un duplex c'est quoi? Les semelles, la fondation. C'est la fondation qui est en semelles. Bon, pas tous les éléments de la fondation, principalement les semelles, les amorces de poteaux, les longrines. Ça, c'est en ce qui concerne la fondation. Mais lorsqu'on arrive au niveau des élévations, on a les poteaux, on a les poutres. Voilà, puisqu'il s'agit d'un duplex, on a les poutres, on a le plancher de manière générale. Dans les éléments du plancher de manière générale, les poutres, les nervures, voilà, du plancher, donc de la dalle. Et puis à l'étage, on a également des poteaux, on a le chaînage définitif. Là, c'est le statut de la maison. On a également la charpente qui constitue l'élément structural du projet. Donc là, c'est la charpente, je n'ai pas dit la toiture, je dis la charpente principalement, c'est-à-dire l'assemblage des bois qui va donner la forme de la toiture. Il y a donc voilà donc la structure, voilà donc l'ossature de votre maison, l'ossature de cet édifice d'un R+1, d'un duplex. Les semelles, les amorces, les longrines, les poteaux, le plancher, les éléments du plancher, la poudre, les poutres, les nervures, la dalle de compression, les poteaux, le chaînage et puis la charpente. Ça, c'est la structure de la maison. Donc, ce sont les éléments qui permettent de maintenir l'ouvrage debout. Donc, c'est à partir de ces éléments-là, donc que l'ouvrage va rester debout. Sans ces éléments, il n'y a pas de structure. Sans ces éléments, il n'y a pas d'ouvrage. Il n'y a rien du tout.
Et maintenant, lorsqu'on parle de remplissage, de la partie remplissage, c'est par exemple les murs en parpaing, c'est par exemple des murs en verre, ça peut être des murs en bois. Donc c'est juste les éléments de remplissage qui viennent pour fermer les trous en fait, qui viennent combler les trous et qui vont venir donner la forme en fait architecturale de la maison. Donc très souvent, lorsqu'on va vous présenter une maquette, lorsqu'on vous présente la maquette d'un projet, ce que vous voyez, c'est l'élément fini, c'est l'habillage fini du projet. Maintenant, lorsqu'il y a à l'intérieur de cette maquette-là, à l'intérieur en fait de cet habillage-là, il y a la structure. Et la structure se conçoit. Donc, généralement, ce sont les ingénieurs qui vont concevoir la structure de l'édifice. Et donc, la structure de l'édifice est généralement conçue dans des éléments, comme j'ai dit cité tout à l'heure. Là. Et ces éléments-là sont très souvent en béton armé. Donc, tous les éléments que j'ai cités tout à l'heure, là, bon, pas tous, sauf la charpente, mais tous les autres éléments sont carrément en béton armé. Et donc, dans ce béton armé-là, il y a l'armature qui constitue la partie armée du béton. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de béton armé sans armature. Que ce soit pour les semelles en béton armé, c'est-à-dire le béton avec le ferrage, avec l'armature de la semelle. Que ce soit pour les amorces, béton plus armature, les poteaux béton plus armature, poutres béton plus armature. Tous ces éléments-là sont en béton armé. Du moins, si vous avez décidé d'adopter le modèle de construction en béton armé. Donc là, on se concentre uniquement sur le béton armé. Et donc, ces éléments-là considèrent la structure. Pourquoi donc on parle de béton armé? Pourquoi on ne peut pas réaliser ces éléments-là directement en béton? Justement parce qu'on sait que le béton, lui seul, ne sera pas suffisant pour comment je vais dire ça? Pour pouvoir recevoir les charges, pour pouvoir supporter toutes les charges auxquelles il sera soumis, parce que les éléments en béton armé, les éléments qui constituent la structure du bâtiment sont les éléments qui reçoivent toutes les charges, qui portent en fait le bâtiment. Ce sont les éléments qui vont subir les sollicitations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le vent souffle, le vent a un impact sur le bâtiment. Et les éléments qui supportent en fait ce vent-là, ce sont les éléments de la structure du bâtiment. Donc ce sont les poteaux qui vont subir, ce sont les poutres, c'est le chaînage qui va subir. Et donc pour qu'ils puissent donc subir, je prends l'exemple du vent. Pour ceux qui sont en Occident, il y a également la neige, il y a même la pluie aussi qui a un impact, en fait, c'est les intempéries qui ont un impact sur la structure. Il y a même le poids propre même de l'ouvrage. Pour que l'ouvrage lui-même reste debout, pour supporter son poids propre, il faudrait que ces éléments de structure-là soient renforcés dans les poteaux. Et donc, pour revenir à ce que je disais, on a dans le béton et puis on a l'armature, on a dans le béton armé. On aurait pu se limiter uniquement au béton, mais puisque lorsque vous regardez un poteau, quand vous regardez le poteau de face, vous ne savez pas s'il y a l'armature à l'intérieur ou pas. C'est dans la réalisation qu'on va mettre l'armature à l'intérieur. Donc du coup, on pouvait donc se limiter uniquement sur le poteau, sur le béton, réaliser uniquement les poteaux en béton. Mais sauf que le poteau en béton ne pourra pas supporter toutes les charges auxquelles il sera soumis. Il ne pourra pas supporter toutes les charges. C'est la raison pour laquelle on va associer l'armature pour le renforcer davantage, pour l'armer, comme on dit, pour l'armer. C'est un peu comme un soldat. En fait, prenez un peu le poteau, un poteau en béton armé. C'est un peu comme un soldat que vous envoyez en guerre. Le soldat part en guerre. Si on lui retire l'armature, son arme, en fait, le soldat ne peut rien faire. Il sera devant l'ennemi sans arme. Il ne pourra pas combattre. Malgré tout l'entraînement on lui aura donné, s'il n'a pas d'arme avec lui, ça sera difficile pour lui de pouvoir gagner la bataille. Donc c'est la même chose. Un poteau auquel vous n'allez pas donner une armature, un poteau qui est censé être en béton armé. Et donc vous l'envoyez uniquement en guerre. Vous l'envoyez supporter les charges sans l'armer. C'est comme le soldat que vous envoyez à la guerre sans lui donner une arme. Donc en fait, c'est cet exemple-là. J'espère que vous avez compris cet exemple-là. Donc, pour revenir à notre thématique d'aujourd'hui, lorsque on décide d'armer tous les éléments en béton armé, ça veut dire qu'il ne faut pas juste l'armer, il ne faudrait pas prendre n'importe quelle arme pour le donner. C'est un peu comme, je reviens encore sur l'exemple du soldat. Vous envoyez un soldat au champ de bataille et puis il est face à 10 ennemis, à 10 ennemis devant lui, il est face à 20 ennemis et puis vous prenez le pistolet, uniquement un pistolet, vous lui remettez. Ça sera beaucoup plus difficile pour lui de supporter et il pourra subir
les conséquences, voilà, ça sera difficile pour lui de gagner. Donc c'est la même manière, si vous prenez un poteau et que vous l'armez, mais vous ne l'armez pas de la bonne manière, c'est possible également qu'il puisse céder. C'est-à-dire que sur le poids de toutes les sollicitations, son poids propre, même lui-même déjà, il ne pourra pas céder, il ne pourra pas supporter parce que la mâture qu'on lui a donnée pour le renforcer n'est pas suffisant, n'est pas de bonne qualité, n'est pas suffisant pour lui permettre de supporter le poids propre, de son poids propre et de supporter toutes les autres charges qui vont arriver à son niveau. L'armature contenue dans les éléments en béton armé doit être constituée de fer de très bonne qualité. Parce que lorsqu'on parle d'armature, on parle d'un ensemble de plusieurs fers qu'on va utiliser, on va façonner, on va mettre ensemble pour constituer en fait voilà, l'armature en fait de l'élément. Je prends l'exemple du poteau. Pour fabriquer l'armature du poteau, on va prendre des fers à béton, plusieurs fers à béton qu'on va découper, on va façonner, on va attacher et puis ça va constituer en fait avec la forme de ce poteau là. Donc pour réaliser cette armature, on a besoin d'un fer à béton, on a besoin de fer à béton de bonne qualité, on a besoin de fer à béton qui présente de très bonnes caractéristiques. La qualité première d'un fer à béton, c'est son élasticité. Un fer à béton doit être élastique. Un fer à béton doit être capable de subir la traction au maximum sans fléchir. Un fer à béton de très bonne qualité, c'est ce fer-là qui va subir une charge. Je vais prendre un exemple. Vous avez souvent vu parfois, je ne sais pas si vous avez eu à passer devant un édifice qui s'est effondré. Et puis, parfois, vous allez voir une poutre qui s'est cassée. Le béton s'est cassé, mais le fer s'est plié, mais sans se casser. Donc, le fer s'est plié, c'est-à-dire que la poutre s'est même cassée, même si la poutre s'est cassée sur elle-même. Le béton s'est cassé, mais le fer ne s'est pas coupé. Le fer s'est plié sur lui-même, peut-être même à 100 degrés, le fer s'est plié à 100 degrés, autant pour moi, mais il ne rompt pas. Donc ça c'est un fer de très bonne qualité. Le fer n'est pas sens, le fer à béton ne doit pas rompre, il doit être capable de subir plusieurs sollicitations. Il peut même se déformer, mais il ne doit pas rompre, il ne doit pas se couper. Parce que lorsqu'un fer se coupe, le fer à béton qui se coupe facilement, c'est un fer à béton de très mauvaise qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez par exemple un fer à béton, vous êtes au chantier, vous prenez le fer à béton, le fer est plat, comme c'est comme ma main là, vous le pliez sur lui-même, sur 180 degrés, pardon. Vous le pliez sur 180 degrés. S'il rompt, ça veut dire que ce n'est pas un fer de bonne qualité. Il doit être capable de se plier sur 180 degrés. Pourquoi ne même pas faire le tout même à 360 degrés, mais sans toutefois rompre? Vous allez regarder la fissure, vous allez regarder au niveau du pli et vous rassurer qu'il n'a pas rompu. Ça c'est un fait, ça c'est juste pour faire les tests au niveau du chantier. Mais en réalité, ce sont les essais qui se font en laboratoire. Donc, si vous avez un gros projet, vous pouvez décider de passer avec les faits au niveau du laboratoire. Au niveau du Cameroun, vous avez les laboratoires comme le Labogénie qui font ces analyses-là pour déterminer le niveau de l'élasticité de la mâture, pour voir si le fer que vous allez utiliser pour le projet est de bonne qualité. Généralement, quand on construit les éléments comme les ponts, les ouvrages d'art comme les ponts, ce sont les essais qui sont très fréquemment exécutés pour se rassurer que la matière qu'on utilise pour ces ouvrages-là, ce sont des armatures de bonne qualité. Donc, pour revenir à notre niveau, ça sont les expériences que vous pouvez faire au niveau du chantier. Donc, le fer, la caractéristique première du fer, c'est sa capacité à pouvoir se plier, se tordre sans toutefois rompre. Vous pouvez plier, le redresser. Il faudrait faire peut-être plusieurs mouvements pour qu'il puisse rompre. Mais ce n'est pas le genre de faire que dès qu'on plie directement, ça s'est cassé. Non, ça c'est un fait très très dangereux pour le projet. Ça veut dire que son niveau d'élasticité est très très faible. Ça voudrait dire que s'il y a un mouvement, si le bâtiment doit faire un mouvement, il ne pourra pas supporter. Parce que le bâtiment doit bouger. Lorsqu'on réalise un projet, un bâtiment, il est censé bouger, il ne doit pas rester raide complètement. Mais si vous réalisez le projet avec des poteaux, vous réalisez des poteaux avec des fers qui sont raides, des fers qui ne peuvent pas fléchir facilement, qui ont un niveau d'élasticité, un degré d'élasticité très très faible, au moindre mouvement, ça va se casser, les poteaux vont se casser parce que le fer ne va pas résister à l'intérieur. Mais par contre, lorsque vous avez un fer de bonne qualité, même si on tord le poteau peut se tordre, le béton uniquement se casse, mais le poteau reste debout.
parce que son fer à l'intérieur a un degré d'élasticité très élevé qui fait en sorte qu'il ne va pas, le poteau ne va pas rompre, ne va pas lâcher, ça ne va pas se casser d'un coup en fait. Il pourra facilement résister. Donc ça c'est la première caractéristique, ça c'est le premier critère, le premier élément que vous devez regarder au niveau du choix. Maintenant, lorsque vous arrivez sur le marché, c'est difficile de savoir, c'est difficile de déterminer en fait l'élasticité c'est difficile de déterminer l'élasticité du fer lorsque vous êtes en quincaillerie, lorsque vous partez effectuer les achats. Du coup, c'est la raison pour laquelle il faut beaucoup plus vous concentrer sur les marques de fer que vous allez utiliser, les marques les plus connues, c'est-à-dire vous allez aller vers des professionnels en fonction de votre pays, en fonction de la localité dans laquelle vous êtes. Vous allez rencontrer un professionnel qui va vous recommander, en fait, qui va vous conseiller sur le fer adapté pour votre projet. Si on prend l'exemple du Cameroun, le meilleur fer à utiliser, c'est le fer de marque Prometal. Ça, c'est le meilleur fer à utiliser. Prometal, sans publicité, c'est une entreprise basée au Cameroun qui produit un fer de très bonne qualité. Et pour ce qui est du fer à béton, les deux principales comment je vais dire ça, les deux principaux types de fer qui sont utilisés dans la construction, c'est le fer FEE 400 mégapascal et le FEE 500 mégapascal. Donc, ce sont ces deux types de fer qui sont le plus utilisés dans la construction, dans les bâtiments, qui sont même recommandés même par les normes dans la construction au Cameroun. Donc, le FE 500 et le FE 400, ce sont les deux types de fer. Donc, en fonction de votre projet, en fonction du type de projet, on va aller soit sur le FE 400 ou alors sur le FE 500. Maintenant, vous n'allez pas vous lever un matin comme ça, vous allez aller à la quincaillerie, demander soit le FE 500 ou le FE 400. Non, c'est pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'on va faire le calcul de structure, lorsque l'ingénieur va faire le calcul de structure de votre ouvrage, vous avez par exemple un projet R+3. Et lorsque l'ingénieur s'assoit pour concevoir le projet, la partie structurelle de votre projet, c'est-à-dire les différents éléments en béton armé, au niveau des poteaux par exemple, c'est lui qui choisit s'il part sur du FE 500 ou sur du FE 400. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logiciel qu'il va utiliser, à l'intérieur, il inclut déjà ce paramètre-là que je vais utiliser le FE 500. Le logiciel va calculer en fonction du FE 500. Ou alors, il inclut le paramètre le FE 400. Si peut-être le FE 500 n'est pas disponible dans sa localité, il inclut le FE 400. Et le logiciel va calculer en fonction du FE 400. Et les quantités de fer ne seront pas les mêmes. Et le ferrage ne sera pas le même en fonction de qu'on utilise le FE 500 ou bien le FE 400. On ne choisit pas les armatures au hasard. Il ne faudrait pas que vous partez, peut-être on a fait les calculs sur le FE 500. Vous arrivez par exemple sur une semelle. On sait par exemple qu'une semelle va utiliser une semelle peut-être de 120, peut-être par 150. On va utiliser, je vais dire ça comme ça, de manière générale, peut-être 4 barres de fer. Je dis ça comme ça, c'est un exemple. 4 barres de fer de 12. Ça, c'est avec le FE 500. 4 barres de fer de 12 FE 500. Maintenant, vous arrivez sur le marché. Vous arrivez à la quincaillerie. Vous demandez le FE 500. On vous dit qu'il n'y a pas le FE 500. Il y a uniquement le FE 400. Et puis le quincailler vous dit non, c'est la même. Il vous demande que dans le bâtiment là, c'est quoi? Vous dites non, le bâtiment là, c'est. Et puis que non, vous pouvez utiliser même le FE 400. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez prendre le FE 400. Pourtant, les calculs ont été faits sur la base du FE 500. Maintenant, les risques, qui couvre les risques? S'il y a danger, s'il y a problème par la suite, qui sera responsable? Parce que vous allez prendre le FE 400, vous allez envoyer sur le chantier. Et parfois, sur le chantier, peut-être qu'il n'y aura pas de vérification, peut-être qu'il n'y aura pas de contrôle. Parce qu'on sait qu'on a demandé le FE 500, ça arrive au chantier. Et les gars se mettent peut-être à utiliser s'il n'y a pas de contrôle. Et les dégâts, ça ne sera pas la suite. Donc, du coup, c'est important que vous puissiez avoir cette donnée-là. Par exemple, lorsqu'on produit les plans de ferraillage, lorsqu'on produit les plans de ferrage, en Newsat par exemple, lorsqu'on produit les plans de ferrage, sur chaque plan de ferrage, on met le type de fer qui sera utilisé. Lorsqu'on élabore le devis descriptif même du projet, on précise le type de fer qui sera utilisé. Si c'est le FE 500, on précise que tous les armatures seront en FE 500. Si c'est le FE 400, on précise que tous les armatures seront en FE 400. Du coup, si c'est vous qui allez faire les achats, si c'est vous-même qui allez faire les achats, vous savez déjà que toutes les armatures, tous les fers en béton seront FE 500 ou alors ce sera le FE 400. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour choisir l'armature au chantier, pour choisir l'armature pour votre projet, première chose, vous rencontrez un professionnel qui va vous préciser la marque de fer adapté pour votre projet. Au Cameroun, par exemple, il y a plusieurs entreprises qui produisent le fer, mais la meilleure
marque, c'est Prometal. Parce que les autres marques, de nombreuses autres marques ne produisent même pas en fait de fer. Ils font ce qu'on appelle le recyclage. C'est-à-dire qu'ils vont à la casse, ils achètent, il y a une entreprise, je veux pas seulement citer son nom, mais c'est ce qu'elle fait. Elle est vraiment spécialisée dans ça. Cette entreprise part à la casse, acheter le fer déjà rouillé. Le fer déjà rouillé, le fer déjà utilisé, ils achètent avec les déchets, tout ce qu'il y a comme déchets dessus, ils achètent ça, ils partent retraiter, ils partent refaire un recyclage et ils remettent ça sur le marché et ça brille. ça brille même plus que le fer Prometal qui sort vraiment de la transformation de la matière première pour obtenir ce fer-là. L'autre fer-là, ça brille et c'est un fer qui est dangereux parce que c'est un fer qui a déjà été utilisé, qu'on a recyclé. On ne peut pas utiliser ce fer pour un certain type de projet. Ces fers-là, généralement, sont utilisés pour les projets plein pied. Donc, pour les pleins pieds, vous n'avez pas de stress, vous pouvez utiliser ces fers-là. Mais si vous commencez déjà, vous envisagez de construire une dalle, une maison avec un plancher, c'est-à-dire un duplex ou un R+1, l'idéal, c'est d'utiliser le fer Prometal, le FE400 ou alors le FE500. Là, ça sera votre concepteur qui va définir ce paramètre-là. Donc, déjà au niveau de la marque. Et maintenant, la deuxième chose, c'est au niveau du type de fer. Est-ce qu'on passe sur le FE500 ou le FE400? Là également, c'est le concepteur qui va décider. Et vous allez aller sur le marché faire les achats en sachant déjà clairement la marque de fer que vous voulez et le type de fer que vous voulez. Vous prenez tout simplement et vous ramenez au chantier et on utilise. Maintenant, je vous ai parlé du fer Prometal. Maintenant, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est que sur le fer, sur les barres de fer, sur toutes les barres de fer, il y a la marque dessus et il y a le diamètre dessus. Si c'est le fer de diamètre 10, vous allez voir, c'est écrit dessus 10. C'est-à-dire que lorsque vous regardez la barre de fer, c'est écrit dessus, vous cherchez à un niveau, c'est écrit en fait à plusieurs endroits. Vous allez voir 10, 400, vous allez voir 10 premièrement, c'est la marque du fer. Vous allez voir 400, c'est le type de fer, FE400, ou alors ça sera 500, là c'est le FE500. Vous allez également voir la marque du fer. AC, par exemple, je pense que c'est les aciers ou bien acier du Cameroun. Vous allez voir PM. Donc PM, mais avec un P retourné, donc un P en miroir. Donc ce n'est pas PM. PM qui veut dire Prometal, mais le P n'est pas P normal, mais c'est en miroir. Donc vous allez voir sur ça PM. Donc vous allez voir les trois éléments. Lorsque vous voyez les trois éléments là, vous savez que c'est le fer de 10, vous savez que c'est FE400 ou 500 et vous savez que c'est la marque Prometal. Si vous voyez AC, ça sera plutôt, je pense, c'est AC du Cameroun. Si vous voyez une autre marque, ce n'est pas ça. Mais si vous voyez PM, c'est que c'est Prometal. Maintenant, le FE500, généralement les bouts du fer du FE500 sont également jaunes. Il y a une peinture jaune qu'on met sur les bouts du fer, les bouts de fer du FE500. Les bouts sont jaunes et le FE400, les bouts sont rouges. Bouts jaunes, FE500, et les bouts rouges, c'est le FE400. Ça, c'est également un autre élément qui permet de différencier à distance. C'est-à-dire que ça, c'est à distance. Parce que pour venir lire, parfois, ce n'est pas lire sur le fer, ce n'est pas évident. Mais à distance, si par exemple, vous avez acheté le fer en grande quantité, vous n'allez pas venir vérifier sur chaque barre si c'est le Prometal ou bien si c'est le FE400 ou bien si c'est le FE500. Quand le fer arrive, quand on vous livre le fer, vous regardez les bouts de fer, les deux bouts de fer, puisque quand le fer vient en bas de 12 mètres et c'est plié. Donc les deux bouts du fer, vous allez voir la couleur de la peinture qui a été mise dessus. Si c'est le jaune, c'est le FE500, si c'est le rouge, c'est le FE400. Là, c'est les éléments qui manquent également qui vont vous aider à faire la différence au moment de l'achat. Donc voilà dans les éléments caractéristiques qui vont vous permettre de choisir le fer à béton de très bonne qualité. C'est important que vous puissiez respecter cela parce que si vous vous engagez à acheter un fer qui n'est pas de bonne qualité, moi j'ai pris l'exemple du Cameroun. Dans votre pays, vous allez vous renseigner auprès des professionnels qui vont vous dire si vous êtes peut-être au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Vous allez vous renseigner là-bas et ils vont vous donner des recommandations en ce qui concerne le fer de bonne qualité qui est utilisé en fonction de votre projet. Parce que si vous vous engagez à prendre le fer qui n'est pas de bonne qualité, allez au marché, on demande le fer de 12, vous partez juste acheter le fer de 12, vous ramenez au chantier et quand ce fer est utilisé pour votre projet. Si c'est le fer recyclé, il y a énormément de risques. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de l'élasticité du fer qui fait en sorte qui permettent que lorsque le fer est élastique, ça donne la possibilité à l'ouvrage de balancer. Lorsqu'on dit que l'ouvrage balance, ce n'est pas visible à l'œil nu.
C'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, mais toujours dit que l'ouvrage doit balancer. L'ouvrage doit faire des mouvements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une secousse, s'il y a un léger tremblement de terre, l'ouvrage peut balancer, ça balance et puis ça revient, ça se stabilise tranquillement. Mais si le fer qui a été utilisé dans les poteaux n'est pas de bonne qualité, il va balancer et puis il va se casser. Ça va balancer et puis ça va se casser. Donc, dès qu'il y aura un léger tremblement de terre, si vous êtes dans un pays où il y a peut-être des tremblements de terre, même si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de tremblement de terre, vous ne savez pas ce qui peut arriver demain ou après-demain. Ça balance et puis ça se casse, ça lâche. Parce que le fer n'est pas élastique. Le fer n'est pas élastique. Et ce qui fait que ça rend le bâtiment rigide. Donc, ça c'est un exemple que j'ai pris. Maintenant, l'autre cas de figure qui va se passer, c'est quoi? Dans la mesure où l'élasticité, on ne regarde même pas le côté de l'élasticité, et qu'on a utilisé le fer recyclé. La rouille qui était contenue dans ce fer-là, au moment du recyclage, cette rouille-là va revenir plus tard. Cette rouille peut revenir plus tard. Ce sont les cas, ça c'est les cas qu'on a vécu. Je suis arrivé sur un projet dans un chantier où on faisait des modifications sur l'ouvrage et lorsqu'on cassait des éléments en béton, on se rendait compte que le fer était rouillé. On l'a fait au niveau de la fondation, on l'a fait même au niveau de la dalle. C'est-à-dire que le fer qui était utilisé au niveau du plancher, au niveau des poutres, le fer s'est rouillé. Au niveau de la fondation, on peut se dire que bon, peut-être c'est l'humidité et tout. Encore qu'il n'y avait pas d'humidité, il n'y avait pas de problème d'humidité là-bas. Le fer était enfermé dans le béton. Le béton commençait à lâcher. Les poteaux commençaient à lâcher parce que le fer se rouillait. Et c'est la rouille naturelle, c'est-à-dire que c'est la rouille qui est issue du recyclage. C'est l'ancienne rouille qu'on a voulu cacher parce qu'on a pris le fer rouillé, on a fait le recyclage. Cette rouille-là revient. Cette rouille-là revient et le fer, lorsque la rouille commence à sortir sur le fer dans le béton, ce qui peut se passer, c'est quoi? C'est que le béton, ça lâche le béton en fait. Il n'y a plus d'adhérence. Il n'y a plus d'adhérence entre le fer et le béton. Les deux ne se tiennent plus parce qu'il y a un élément, il y a un intrus qui est la rouille. Ça ne tient plus. Et du coup, le béton commence à lâcher. Le béton commence à exploser. Les fissures commencent à apparaître sur les éléments en béton. Je vous souhaite qu'il y ait des fissures sur les murs, sur les parpaings. Vraiment, c'est gérable, c'est très facile. Mais je ne peux pas vous souhaiter qu'il y ait des fissures qui sortent sur les éléments en béton. Surtout lorsque votre ouvrage repose sur une ossature en béton, sur une structure en béton armé. Et que ces éléments en béton armé là, les fissures commencent à apparaître là-dessus. L'ouvrage il y a debout. C'est très compliqué à gérer. Ce n'est pas impossible à gérer, mais c'est très compliqué à gérer et ça peut vous revenir très, très cher pour gérer cela. Donc ça, je ne vous souhaite pas. Et là, c'est même encore au cas où on identifie ça dès le départ. On identifie ça à temps et on peut trouver des solutions à temps aussi. Mais si c'est un ouvrage qui est déjà en service, si c'est par exemple des appartements, un immeuble pour appartement, vous avez à réaliser, les locataires sont à l'intérieur. Il n'y a personne pour inspecter. Si c'est votre maison, si c'est votre propre résidence, vous passez de temps en temps, vous pouvez observer une fissure et ça vous inquiète. Mais lorsque c'est un immeuble que vous avez construit pour mettre en location, les locataires sont là-bas. Parfois, ils ne sont pas là pour inspecter votre bâtiment. Parfois, ils ne s'en rendent même pas compte qu'il y a un souci sur le bâtiment. Vous ne vivez pas avec eux. Donc, du coup, ils peuvent vivre là et puis un jour ou l'autre, le dégât survient. Donc, ça, je ne vous le souhaite pas. C'est la raison pour laquelle il est important de choisir le fer à béton de bonne qualité, de vous renseigner sur le fer à béton, sur les marques qui produisent le fer à béton de très bonne qualité parce que le fer à béton, c'est l'arme que vous donnez à un soldat lorsqu'il va en guerre. Donc, quand vous mettez le fer à béton dans un élément, dans un poteau, par exemple, dans une structure, dans un élément structural, et que ce fer-là n'est pas de bonne qualité, soit il ne va servir à rien, pour le cas du fer qui n'est pas flexible, soit qui n'est pas élastique, soit alors il va même plutôt venir créer les dégâts. C'est-à-dire qu'il va venir créer le désordre à l'intérieur du béton. Il va venir créer le désordre à l'intérieur du béton, de telle manière que même le béton lui-même ne pourra plus assurer son rôle. Parce que le fer qui est à l'intérieur, le fer devient son ennemi en fait. Au lieu que les deux travaillent ensemble, mais ils deviennent plutôt des ennemis. Donc c'est important que vous puissiez prendre en compte ces éléments-là. Parce que ça peut amener vraiment beaucoup de dommages. Tant sur les usagers, au cas où l'immeuble s'effondre, ou même encore sur les travailleurs, si peut-être l'immeuble s'effondre pendant que les gens sont en train de travailler, parce que ça peut également se produire. Nous voilà donc arrivés au thème de cette vidéo, dans laquelle il était question de débattre, de discuter sur les fers à béton, dans les éléments en béton à mettre de votre projet de construction. J'espère que ce que j'ai développé ici là va vous permettre de bien comprendre le rôle que joue le fer à béton dans un projet de construction, surtout s'il s'agit d'un projet de plusieurs niveaux. Alors, je vous ai donné les éléments qui vont permettre de choisir le fer de bonne qualité, comment est-ce que vous devez procéder pour sélectionner le fer, vers qui est-ce que vous devez vous tourner
pour avoir des informations fiables en ce qui concerne la bonne qualité du fer à béton. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Et surtout, si vous avez une expérience que vous souhaitez partager avec nous en ce qui concerne les fers à béton, l'achat de fer à béton, peut-être vous avez eu à acheter un fer à fer et que cela a eu des dommages sur votre projet, a eu des conséquences, néfastes sur votre projet. Si vous avez vraiment une expérience à partager avec nous, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça sera avec plaisir que nous allons vous lire. Alors, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout de suite.